Au sommaire de cette édition, coopération économique RDC Émirats Arabes Unis, la cérémonie de la vente du premier lot d'or est intervenue ce vendredi à la Cité de l'Union africaine en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. Processus électoral en RDC, une opération jugée chaotique par la coalition Lamuka qui, dans un point de presse, décrit notamment l'incompétence des agents commis aux opérations. Et à quelques jours de la date de commémoration des héros nationaux Kabila Lumumba, les familles de Maurice Polo et Joseph Okito plaident pour que le gouvernement accorde une sépulture à leurs parents et qu'ils soient élevés au même rang que Patrice Emery Lumumba. Plus de 23 000 cas positifs et 750 morts déjà. Le choléra continue de battre son plein au Malawi. Se livrant à la presse, les autorités de ce pays présentent des inquiétudes et la peur dans lesquelles vit leur peuple. Le journal sur Télé 50, merci d'être avec nous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé officiellement ce vendredi à la Cité de l'Union africaine la vente du premier lot d'or aux Émirats Arabes Unis. C'est dans le cadre de la coopération commerciale et économique entre la RDC et ce pays. Pour rappel, la RDC et les Émirats Arabes Unis avaient signé en 2022 un contrat de partenariat pour lutter contre la fraude minière. Nos ressources naturelles, plutôt que de garantir notre bonheur, n'ont jusqu'ici que constitué la raison de nos malheurs. Et par cet acte, cette cérémonie de ce jour, je crois que nous venons d'ouvrir une nouvelle page, que j'espère cette fois-ci glorieuse et pleine de bonheur pour notre pays et son peuple. Pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives en créant évidemment cette chaîne de valeur qui va apporter beaucoup de bénéfices à nos pays et à nos peuples respectifs. Je suis convaincu que nous allons finir par avoir raison parce que nous sommes dans le bon chemin. Ces ressources naturelles sont amenées ou sont appelées à apporter des ressources financières à nos pays et non pas à amener un lot de malheur et de désolation. Plusieurs centres d'enrôlement n'ont pas toujours ouvert depuis le lancement. Les agents commis aux opérations en cours sont également incompétents et la corruption a élu domicile dans différents centres. C'est le constat de la coalition des opérations électorales de la coalition Lamuka qui a, lors d'un point de presse, affirmé que le lancement de l'opération d'enrôlement a été chaotique. Les différents rapports que nous avons reçus, corroborés par d'autres structures, tant à Kinshasa que dans les 9 autres provinces de l'ère opérationnelle numéro 1, confirment que le lancement des opérations d'enrôlement a été chaotique et désastreux. Pour plusieurs anomalies et insuffisances ont été relevées, lesquelles démontrent le manque de préparation réelle et l'amateurisme caractérisé dans le processus d'organisation des élections. Nous citons un exemple. Plusieurs centres n'ont pas ouvert le 24 décembre 2022, date du début de cette opération, et beaucoup d'autres ne le sont toujours pas à la date d'aujourd'hui, surtout dans les milieux ruraux. Les observateurs disent que 50% des centres repris sur la liste de la CENI ne sont pas opérationnels et d'autres n'existent même pas. Les agents commis aux opérations d'enrôlement sont généralement incompétents et peinent à utiliser les machines mises à leur disposition. Le nombre d'enrôlés par kit est de loin inférieur aux estimations de la CENI. Au lieu de 72 enrôlés par jour et par machine à Kinshasa, par exemple, notre équipe a constaté qu'en moyenne, un kit n'enrôle que 30 et 40 personnes. Au regard du constat désastreux relevé ci-dessus,
La COEL demande ce qui suit à la CENI de publier le nombre d'enrôlés par centre d'enrôlement et par province le 20 premiers jours. C'est en réponse aux inquiétudes des travailleurs de la SCTP sur la mise en concession du port international de Matadi que le ministre intérimaire des Transports a présidé une réunion tripartite jeudi en vue de dissiper tout malentendu. La démarche du gouvernement avait pour objectif de sauvegarder plutôt les activités de la SCTP. C'est en réponse aux inquiétudes des travailleurs de la SCTP sur la mise en concession du port international de Matadi que le ministre intérimaire de Transport a présidé une réunion tripartite ce jeudi 12 janvier en vue de dissiper ces malentendus. La démarche du gouvernement étant noble et ayant pour objectif de sauvegarder les activités de la SCTP, la question est prise au sérieux par le gouvernement congolais qui en discute de manière transparente avec la direction générale et les banques syndicales. La séance de travail s'est déroulée en présence des conseillers du chef de l'État et du Premier ministre dans la perspective de la relance économique de ces géants dans le secteur portuaire congolais. Armand Osassé, président de l'intersyndicale de la SCTP, s'est montré confiant à l'issue de la réunion. Et conformément aux instructions président de la République avait demandé au bas syndical d'approcher les gouvernements pour avoir des informations, discuter avec les gouvernements parce que nous, notre rôle, c'est de protéger les intérêts des agents et protéger aussi les intérêts de la société. Donc nous sommes en discussion et ça évolue bien et je crois que nous allons atterrir pour les intérêts gagnant-gagnant. Des revendications qui ont trouvé un écho favorable du ministre intérimaire des Transports, Marc Kila, qui a souligné les efforts du chef de l'État à redonner à la SCTP ses lettres de noblesse. Pour maître Marc Kila, pas question d'oublier l'intérêt des travailleurs dans le nouveau projet d'aménagement du port international de Matadi. Ce projet sera exécuté par l'entreprise Qatari Méditerranée Shipping Company, MSC en abrégé, qui a fait ses preuves, notamment dans la modernisation du secteur portuaire de la Côte d'Ivoire. Et en perspective des opérations de contrôle qui seront effectuées incessamment par l'autorité de régulation de la sous-traitance au secteur privé dans les sociétés étrangères, le directeur général de cette structure, Miguel Katem Kachal, a été voir le ministre des PT Antique, Augustin Kibassa Maliba, afin de solliciter son accompagnement dans les secteurs de son ministère. Mercredi 11 janvier 2023, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, l'honorable Miguel Katem Kachal, a été reçu en audience par le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba. Objectif, annoncer au patron du secteur le début imminent des opérations de contrôle des activités de la sous-traitance dans le domaine des télécoms. Comme annoncé il y a quelques jours au ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui l'a consulté, le même message a été apporté à Augustin Kibassa Maliba. Les deux personnalités ont passé en revue les passerelles de collaboration ainsi que la possibilité de travailler pour le développement de la classe moyenne congolaise, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons échangé sur les guides sectoriels des opérations usuelles des sous-traitances en matière de télécommunications. Je pense que la réunion s'est très bien déroulée. Nous avons eu le soutien du ministre de pouvoir faire appliquer la loi dans ces secteurs, dans la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui est très déterminé pour pouvoir relever la classe moyenne, diminuer la pauvreté dans notre pays. Selon le numéro 1 de la RSP, certains pensent que la sous-traitance ne concernait que les mines, l'électricité ou l'industrie. Elle intervient tout aussi dans les secteurs des télécommunications, a-t-il ajouté. Mais dans les secteurs des télécoms, il y a aussi la sous-traitance qui intervient. Le ministre nous a rassuré son accompagnement. Et comme annoncé dans le sommaire, à quelques jours de la date de commémoration des héros nationaux Kabila Lumumba, les familles de Maurice Polo et Joseph Okito reviennent à la charge sur le sort de leurs parents à qui le gouvernement n'a pas encore donné de sépulture. Lors d'un point de presse, ces familles ont également plaidé pour que soient élevés au même rang que Patrice Emery Lumumba, ses compagnons martyrs. C'est devant les chevaliers de la presse congolaise que les membres des familles Polo et Okito se sont livrés pour revendiquer la fin de leur deuil. Après les retours de la relique de Lumumba, ces deux familles ont une seule question qui taraude leurs esprits. À quand l'inhumation d'Mpolo et Okito? Ces derniers réclament l'inhumation symbolique.
d'Mpolo Maurice et celle de Joseph Okito et plaide à ce que le gouvernement puisse les aider à terminer définitivement leur deuil qui a assez duré. On n'est pas là pour que vous ayez pitié de nous. Non, nous revendiquons nos droits. Nous reconnaissons que Patrice Emery Lumumba était Premier ministre. Oui. Mpolo était au sein du gouvernement. Il était général. Donc on avait assassiné 3 institutions. Et en complicité de certains de leurs frères congolais. Et ça doit passer comme ça. Nous croyons à l'état de droit. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi puisse nous recevoir. C'est ça. Qu'il nous reçoive, qu'il nous écoute lui-même. Qu'il nous écoute. Nous avons des choses à lui dire. Après plusieurs revendications et recours sans succès auprès des autorités, ces familles espèrent trouver gain de cause dans leurs différentes recommandations, à savoir la construction d'une sépulture et un monument, lieu où ils peuvent se recueillir chaque 17 janvier. Dans sa mission notamment de produire, transporter et distribuer à ses abonnés de l'énergie électrique de qualité, la SNEL, Société Nationale d'Électricité Congolais, en sigle, ont visité l'usine Kabelec en vue de s'assurer de la qualité du travail rendu dans le partenariat. La nouvelle équipe dirigeante de la SNEL veut s'assurer de la qualité des câbles électriques mis au service de la population, raison de sa visite à l'usine Kabelec, distributeur de fils, câbles et services électriques 100% congolais, gamme développée par Proton SA. Visitant l'atelier de fabrication de ces câbles, en palpant la qualité de la production avec satisfaction, la Société Nationale d'Électricité a tout de même formulé des recommandations techniques efficaces pour la perfection. Et nous avons, à notre prise de fonction, constaté que la SNEL faisait des affaires avec Proton, qui est un fabricant de câbles. Et il y avait aussi beaucoup de suspicions dans la qualité des produits de Proton et que nous avons voulu palper du doigt et visiter ces usines pour voir ce qu'ils produisent comme câbles, s'ils respectent les standards internationaux et aussi donner les rapports au niveau du conseil pour ensemble voir si nous devons continuer le partenariat avec Proton ou nous devons arrêter ces partenariats-là. Pour sa part, Proton SA dit prendre acte des recommandations en vue d'agrandir la consommation. Plus on est satisfaisant par rapport à la SNEL, plus on améliore notre qualité et on va essayer de répondre à leurs besoins au fur et à mesure du temps. L'usine Kabelec étant succursale de Proton SA, elle est construite dans le secteur industriel de Kinshasa avec un design et une technologie allemande. Soucieux de s'acquitter de leurs devoirs civiques, le ministre des Affaires sociales Mutinga et son épouse, l'élue provinciale Mariquette Mutinga, ont reçu leur carte d'électeur dans la commune de Lansele. Ils ont à l'occasion invité tous les Kinois de la Tchangou à faire de même pour qu'ils s'expriment aux urnes en décembre 2023. C'est dans une atmosphère de joie et gaieté, accompagnée d'une foule nombreuse, que le couple Mutinga a fait son entrée au complexe scolaire Sainte-Lucie, au quartier Terre Jaune, au cœur de la Tchangou, dans le but d'obtenir leur carte d'électeur. L'ambiance est électrique, la mobilisation est totale, telle qu'en témoignent ces images d'une foule immense. Après avoir rempli toutes les formalités d'usage, le ministre Mutinga et la députée Mariquette Mutinga ont reçu leur carte d'électeur avec un sentiment de satisfaction. C'est un devoir civique que de se faire enrôler et c'est l'occasion pour moi de sensibiliser la base de notre parti pour qu'elle s'enrôle massivement et aussi pour qu'elle donne un second mandat au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin qu'il demeure notre président. Et aussi c'est l'occasion pour moi de demander à cette même base de saisir cette opportunité pour choisir des députés qui seront capables afin de parler en leur nom et de représenter valablement la commune de Lansele. Les couples Mutinga, ainsi enrôlés, demandent à toute la population de Lansele de faire autant pour élire leurs représentants et offrir un deuxième mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de décembre prochain.
Et pour Félix Bossekota, qui s'est fait enrôler à Boendé dans le Grand Équateur, c'est une opportunité pour les militants de l'UDPS dont il est membre de s'enrôler massivement afin d'obtenir la carte qui joue également le rôle de carte d'identité au-delà des enjeux liés aux échéances électorales. C'est pour sensibiliser à l'enrôlement que Félix Bossekota, opérateur économique et membre de l'UDPS, a organisé ce meeting populaire dans la ville de Boendé. Face à une foule innombrable, il a exhorté la population à l'unité avant de glisser quelques mots appelant les militants de l'UDPS en particulier, ainsi que d'autres sympathisants, à soutenir les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi. Je suis venu m'enrôler moi-même et sensibiliser les autres également à l'enrôlement. En tant que membre de l'UDPS, la sensibilisation doit se faire à tous les niveaux. Je remercie ma base pour l'accueil. Ce n'est que le début. Nous attendons avec plus de ferveur l'arrivée du chef de l'État. Sensibilisation et les kamakas, renforcer bango, na banzela nyoso ma moyen nyoso. Fier de l'accueil lui réservé, Félix Bossekota, dans sa casquette de membre de l'UDPS, a tenu à attirer l'attention de la population de Boendé sur l'importance de détenir la carte d'électeur, car elle joue également le rôle de la carte d'identité. Dossier Boukangalonzo, on en parle dans ce journal, après le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente à poursuivre les anciens premiers ministres et présidents de la République, le monde scientifique est monté au créneau pour fustiger l'instrumentalisation de la justice par la politique. C'est dans ce cadre que les étudiants de droit de l'université de Kindu ont sollicité l'implication du chef de l'État Félix Tshisekedi pour mettre fin à ce feuilleton qui n'a que trop duré. Le revirement de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Boukangalonzo continue à susciter des débats dans les milieux scientifiques congolais. Après l'université de Kinshasa, celle de Lubumbashi cette fois-ci, c'est l'université de Kindu de monter au créneau. L'occasion pour cette alma mater d'organiser une conférence débat avec les anciens nouveaux étudiants de droit des différentes institutions d'enseignement supérieur de la place, où ils ont tenu à scruter scrupuleusement les arrêts contradictoires pris par la haute cour dans le dossier Boukangalonzo. Après la conférence animée par Maître Kakule Pilipili, avocat au barreau du Maniema, les anciens étudiants de droit de l'université de Kindu et d'autres institutions ont fait une déclaration finale appelant le chef de l'État à mettre fin à ce scandale judiciaire. Tout observateur averti retiendra que le deuxième arrêt R const 18-16 viole intentionnellement l'article 164 de la Constitution de notre pays et entre en contradiction criante avec le premier rendu par la même Cour et qui a été publié au journal officiel de notre pays, au-delà de toute réflexion juridico-politique. Ce récent arrêt est certainement liberticide et teinté d'un agenda politique caché qui met en péril l'état de droit prôné par le président de la République. Les vœux et les souhaits de ces étudiants de droit est de mener un plaidoyer pour redorer l'image ternie de la haute cour du pays. Et le traditionnel networking du JT diplomatique a vécu à Kinshasa sous l'égide de son producteur associé Henri Désiré Nzouzi. Le premier rendez-vous de 2023 a été consacré à la présentation des vœux de Nouvel An. Organisé à l'initiative du JT diplomatique de Henri Désiré Nzouzi, dans ce magnifique cadre exclusif du lunch bar Moka et Moré, cette cérémonie d'échange de vœux a connu la présence des plusieurs invités de marque, parmi lesquels Nicole Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Isidore Kwanja, directeur national du Comité national des 9e Jeux de la francophonie, ainsi que d'autres acteurs de la vie nationale et internationale. Ils ont tour à tour présenté leurs vœux de Nouvel An avant de remercier l'initiateur pour cet événement riche en couleurs. 2023 est une année où il y a des événements importants qui vont avoir lieu dans notre pays. Et comme l'a dit le président de la République, chef de l'État, lorsqu'il a présenté ses vœux aux Congolais, il a annoncé 3 événements importants, et parmi lesquels il y a l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Et c'était pour moi une opportunité que JT diplomatique m'a offert pour m'adresser à toute la communauté que j'ai trouvée ici dans la salle
pour les inviter à cet événement important. C'est les relations qui font que le monde est ce qu'il est. Et vous voyez, moi je suis en même temps professeur de droit international public à l'université de Kinshasa. Et dans le droit international, on dit que ce sont les rapports qui font tout un monde. Et si au niveau international, ça c'est vrai, pourquoi pas au niveau plus bas? Et pourquoi pas encore plus bas au JT diplomatique qui a ce concept formidable de mettre les gens ensemble. Le JT diplomatique entend poursuivre avec son networking mensuel, question de connecter les acteurs internationaux actifs en RDC aux différents écosystèmes pour le développement de la République démocratique du Congo. Au Sud Kivu, les agents et cadres affectés à la direction provinciale des douanes et accises DGD ont prêté serment en qualité d'officiers de police judiciaire. Tour à tour, ils ont juré de travailler fort en maximisant les recettes afin de renflouer les caisses de l'État. 19 cadres et agents de la DGD à Sud Kivu ont prêté serment ce jeudi 12 janvier 2023 en qualité d'officiers des polices judiciaires. Cette cérémonie s'est tenue à Bukavu en commune d'Ibanda à sa direction provinciale devant le procureur de la République M. Kateleka Peleka en présence d'autres agents de la DGDA. Pour le procureur de la République, après avoir remis le procès-verbaux à ses agents, il les a conseillés à travailler avec l'esprit patriotique dans le cadre de booster la caisse de l'État congolais et gonfler les trésors publics, surtout que le pays attend de les recettes. Prenant la parole, le directeur provincial de la DGD à Sud Kivu, M. Lévi Bouana-Kitoko, a montré que la direction provinciale s'attend à lutter efficacement contre la fraude sous toutes ses formes, à maximiser davantage les réalisations et recettes, celles moyen d'accompagner le président de la République chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le souci d'améliorer les conditions de vie des Congolais et en même temps à matérialiser la vision de Madame le directeur général de la DGDA, Jeanne-Blandine Kawanda. À travers la cérémonie de prestation de serment de ce jour, la direction provinciale peut s'estimer heureuse d'avoir accompli une tâche importante dans l'exercice quotidien des fonctions de ces cadres et agents qui doivent désormais poser des actes matériels de constatation tout en ayant qualité d'officier de police judiciaire. Enfin, les violences se sont accordées entre les opérateurs économiques et le gouvernement provincial du Tanganyika. Les activités commerciales ont repris, notamment dans la ville de Kalemi, après 3 jours de ville morte, incitée par le cas de cambriolage d'une station de carburant lundi dernier. Ajoutez à cela le problème des taxes dues au commerce extérieur et à l'estampillage. Des précisions dans ce reportage de la cellule de communication du gouverneur de Tanganyika. Après près de 3 jours d'assèchement des activités commerciales dans la ville de Kalemi, l'accord est trouvé ce vendredi 13 janvier 2023 entre le gouvernement provincial et la Fédération des entreprises du Congo sous la médiation du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika au sujet de la perception de la taxe du commerce extérieur prélevée selon ces opérateurs économiques sur les marchandises en provenance d'autres provinces à l'intérieur de la RDC. Les opérateurs économiques ont plaidé auprès de l'autorité provinciale représentée par ses conseillers en matière économique et juridique de suspendre la taxe susmentionnée étant donné qu'il s'agit d'une activité commerciale interne et non plus une importation. Pour sa part, le gouverneur Julie Ngungo Mayuma par délégation a accepté la demande des opérateurs économiques à la seule condition que ces derniers présentent les factures originales justifiant la provenance de chaque marchandise concernée par cet accord. Quant à l'estampillage des produits manufacturés importés, la résolution est similaire à celle de la taxe due au commerce extérieur, mais seulement sur les produits circulant à l'intérieur du pays. Ces 2 mesures consensuelles ne concernent pas les marchandises venant de l'extérieur du pays, moins encore les productions industrielles locales. En tout cas, ce sens d'écoute de l'autorité provinciale a rencontré la satisfaction des opérateurs économiques qui ont séance tenante accepté de reprendre toutes les activités commerciales à travers la ville de Kalemi et ce, espérant à la collaboration quotidienne entre opérateurs économiques et gouvernants. Nous sommes engagés devant tout le monde que tout va réouvrir. La question de l'insécurité ayant déclenché ce désagrément a également été au menu de cette tripartite gouvernement provincial, opérateur économique et assemblée provinciale. Au Malawi, aucune solution efficace jusque-là alors que la transmission de la bactérie se fait en vitesse tous les jours. Plus de 23 000 cas positifs et 750 morts déjà. Le choléra continue de battre son plein. Se livrant à la presse, les autorités de ce pays présentent les inquiétudes et la peur dans lesquelles vit leur peuple.
Le Malawi se présente aujourd'hui comme l'un des pays les plus durement touchés par une épidémie de choléra, avec près de 750 morts déjà enregistrés. Le ministre de la Santé du pays, Kumbise Kandodo, a ordonné hier jeudi la fermeture de nombreux commerces qui ne disposent pas d'eau potable, des toilettes ni d'installations hygiéniques, d'élimination de déchets, et a ordonné de restrictions sur la vente d'aliments précuits. Nous continuons à enregistrer un nombre croissant des cas dans tout le pays, malgré des signes de réduction de la transmission et des décès dans quelques régions. Nous tenons à féliciter ceux qui se font soigner. Parmi les raisons, il y a le réchauffement climatique, la température dans ce pays et l'augmentation de pluies diluviennes. Selon la ministre, facilite la multiplication et la propagation de la bactérie responsable du choléra au Malawi. Quant au vaccin, les doses sont épuisées, mais les résultats ne sont pas toujours escomptés. Nous avons reçu 9 millions de doses de vaccins contre le choléra, mais à l'heure où nous parlons, il nous en reste environ 40 000. Cela signifie que les Malawites se sont fait vacciner. Ce qui est inquiétant cependant, c'est que ceux qui ont reçu le vaccin ne sont pas ceux qui sont à haut risque. Ceux qui sont à haut risque s'avèrent difficiles à convaincre de se faire vacciner. La ministre a déclaré que 17 personnes étaient décédées après et que les infections aient augmenté de 589 nouveaux cas en une journée. Terminons ce journal avec une page rose. En ce jour d'anniversaire du président du Sénat, Modeste Batilou-Kwebo, né le 13 janvier dans la province du Sud Kivu, plusieurs personnalités lui transmettent leurs souhaits. Un parcours élogieux que Télé 50 lui dédie dans ce portrait rendu par Fabien Lumbala. Modeste Batilou-Kwebo, actuel président du Sénat, a vu le jour à Katana, dans la ville de Bukavu, au Sud Kivu. C'était le 13 janvier 1956. Il obtient son diplôme d'État des humanités commerciales et administratives à l'Athénée Royal d'Ibanda à Bukavu. Une voie toute tracée pour ses études supérieures à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa-Gombe. Il poursuit ses études universitaires à l'Université d'État de Milan en Italie, d'où il obtient son doctorat en sciences économiques appliquées. Docteur en économie appliquée de Barsham International University aux États-Unis d'Amérique, le professeur Batilou-Kwebo a un parcours élogieux, marqué par plusieurs responsabilités et fonctions, dont un député national durant 2 mandatures, ancien administrateur directeur général de la SONAS, ministre de la fonction publique, ministre du budget, ministre de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale, ministre de l'économie nationale, ministre d'État du plan, ancien président de la méga société civile avant le dialogue intercongolais, homme d'État et autorité morale du regroupement politique AFDCA. Il a à son actif plusieurs publications scientifiques, dont les banques africaines face aux défis de la mondialisation économique, analyse prospective du ratio prudentiel en République démocratique du Congo, publié aux éditions Harmattan, Paris 2012, l'inflation et le chômage, 2 mots de l'économie moderne, et tant d'autres publications au fil des années. Il était nommé informateur dans le cadre du travail d'identification de la nouvelle majorité parlementaire. Batilou-Kwebo, pilier de l'union sacrée de la nation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parvient à fournir le rapport final de la nouvelle majorité en soutien aux actions du chef de l'État d'un total de 391 députés nationaux sur les 500 de l'Assemblée nationale congolaise. Avant 2023, Modeste Batilou-Kwebo et la FDCA étaient les premiers à avoir déclaré leur loyauté et fidélité à Félix Tshisekedi. Jusqu'à ce jour, l'homme est resté constant et ne jure que par le soutien total à Félix Tshisekedi. Place au rappel des principaux titres. Coopération économique RDC Émirats Arabes Unis, la cérémonie de la vente du premier lot d'or est intervenue ce vendredi à la Cité de l'Union africaine en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. Processus électoral en RDC, une opération jugée chaotique par la coalition Lamouka qui, dans un point de presse, décrit notamment l'incompétence des agents commis aux opérations.
À quelques jours de la date de la commémoration des héros nationaux Kabila Lumumba, les familles de Maurice Polo et Joseph Okito plaident pour que le gouvernement accorde une sépulture à leurs parents et qu'ils soient élevés au même rang que Patrice Emery Lumumba. Plus de 23 000 cas positifs et 750 morts déjà. Le choléra continue de battre son plein au Malawi. Se livrant à la presse, les autorités de ce pays présentent les inquiétudes et la peur dans lesquelles vit leur peuple. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur votre chaîne. L'actualité reste en continu. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié IER et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance des souscriptions des déclarations afférente au mois de décembre 2022 intervient ce 15 janvier 2023. Étant donné que cette échéance tombe un dimanche, les contribuables concernés sont appelés à s'acquitter de leurs obligations fiscales au plus tard les mercredis 18 janvier 2023, conformément à l'article 110 bis alinéa 2 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ce jour. Passé ces délais, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Par ailleurs, l'attention des contribuables concernés est attirée sur le fait que les compensations sont interdites conformément à l'article 3 de la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 sur l'exercice 2023. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le Ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État tel qu'est modifié et complété par les décrets numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution. Les contribuables assujettis aux impôts si hauts indiqués sont invités à télécharger leurs déclarations fiscales sécurisées sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Les contribuables ayant suivi la formation sur la télédéclaration sont invités à bien vouloir utiliser cette procédure lors de cette échéance. Communiqué signé Barnabé Mwakadi Mwamba, DG de la DGI. Communiqué nécrologique. Mesdames Sita Luamba Mansi, Milandou Luamba Charlène, Souela Luamba Brillante, Julie Luamba et Monsieur Kanounou Luamba Blanc, Fiston Luamba, Pati Luamba, ainsi que la famille Doti Kanounou ont la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances, spécialement à toute la communauté Onatra et Assemblée évangélique Nouvelle Alliance AENA, la mort de leur épouse, mère, grand-mère et sœur, Madame Hélène Nkanou Songo, décès survenu le 31 décembre 2022 à Matadi de suite d'une maladie. Le programme de deuil se présente comme suit. Vendredi 13 janvier 2023, à partir de 18h jusqu'à l'aube, recueillement et culte d'action des grâces en mémoire de la défunte dans la salle Sona référence Coca-Cola à Matadi, samedi 14 janvier 2023, 10h, levée du corps de la morgue de Kikanda, 11h juste, oraison funèbre et mots de famille, 12h juste, témoignage et dépôt de gerbes de fleurs, 13h juste, départ pour l'enterrement, 15h30, retour à la résidence familiale pour le bain de consolation. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fait à Matadi le 12 janvier 2023 pour la famille Luamba, Monsieur Kanounou Luamba Blanc.